Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette grande édition. Tout de suite, le sommaire. La 3e édition du Forum Investir en Afrique s'est ouverte à Dakar. Le vice-président ivoirien y était. Il a échangé avec de hautes personnalités de la finance. Un colloque international d'échanges scientifiques sur la NACAD s'ouvre à Grand Bassam, une rencontre chargée d'enjeux. Jeux olympiques d'hiver 2018, le gouvernement sud-coréen rassure sur la tenue effective de la compétition. Enfin, en Angola, investiture du président João Lourenço, il hérite d'une gestion confrontée à plusieurs défis. On l'annonçait dans le sommaire, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan était au Sénégal dans le cadre de la 3e édition du Forum Investir en Afrique. Notons que plusieurs grands décideurs d'État y ont pris part. Suivant le compte-rendu d'Alain Boisbré. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan était au Sénégal ce dimanche 24 septembre 2017. Il a pris part le lendemain à la cérémonie d'ouverture de ce forum au Centre international de conférences Abdou Diouf, aux côtés du président sénégalais Macky Sall, du président togolais, du vice-ministre des Finances représentant le gouvernement chinois, ainsi que de hauts responsables de la Banque mondiale et du monde de la finance internationale. Le vice-président ivoirien a eu plusieurs audiences, notamment avec ceux-ci. L'édition 2017 du forum a été organisée autour du thème global « Accélérer le développement de l'Afrique par l'innovation » et a abordé 6 questions clés, à savoir l'énergie, l'agriculture, l'agroalimentaire, les technologies de l'information et de la communication, l'éducation, les finances, la gouvernance et la durabilité. Créé en 2015 à l'initiative de la Banque chinoise de développement, avec le soutien du gouvernement chinois et l'adhésion du groupe de la Banque mondiale et de plusieurs pays africains, le Forum Investir en Afrique se présente comme une plateforme mondiale pour la coopération multilatérale et la promotion d'opportunités d'accroissement des investissements en Afrique. Le vice-président Kablan-Duncan conduit une délégation comprenant, entre autres membres, le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou, et le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagno-Koné. Henri Eyeb Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement durable du Cameroun, séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite de travail. Il a été reçu en audience par le ministre François Albert Amicha, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, en sacré pour le commentaire. Dans le but d'accroître le rendement et la productivité en matière agricole, le président Paul Biya a envoyé une émission en Côte d'Ivoire en la personne de Henri Ebeye Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement durable du Cameroun, qui séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite de travail. Il a été reçu en audience par le ministre François Albert Amicha, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Nous sommes venus travailler dans le sens de la consolidation des filières agricoles, notamment le cacao, le café et l'EVA. Henri Ebeye Aïssi a salué l'excellence des relations qui unissent nos deux pays. Nous subissons la baisse drastique comme la Côte d'Ivoire et nous voulons aujourd'hui mettre le cap sur la transformation à l'image de votre pays qui est un exemple en la matière, a-t-il ajouté. Pour le ministre François Albert Amicha, cette rencontre se veut fraternelle. Nos deux chefs d'État prônent la coopération sud-sud et la commission ivoiro-camerounaise se porte bien. En plus de l'agriculture, nous avons abordé le problème de la sécurité maritime. Tous ces échanges demandent l'excellence des relations qu'entretiennent nos deux pays et nos chefs d'État, a-t-il terminé. L'intensification agroécologique de la production et de la transformation du cajou en Afrique est au centre d'un colloque international d'échanges scientifiques sur la NACAD à Grand Bassam. Nadia Eonoud. Ce colloque enregistre la participation de scientifiques et experts de l'ARNACAD venus de 18 pays de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Il a pour objectif de contribuer au renforcement du partage et la diffusion des résultats des programmes et projets de recherche sur l'anarcadie en Afrique de l'Ouest et du Centre en vue de faciliter leur valorisation ainsi que la pertinence et la performance des initiatives futures. Il sera l'occasion de lancer le démarrage de la plateforme de partage d'expériences entre les acteurs de la filière Anarcade dans le but d'en améliorer la productivité, la transformation et la valorisation dans les différents pays, membres du réseau de recherche et de développement sur l'Anarcade en Afrique. Le président du conseil d'administration du conseil du coton Anarcade de Côte d'Ivoire, Bamba Mamadou, s'est félicité de l'organisation de ce colloque en terre ivoirienne. Les conclusions des travaux du CIESA devront contribuer à l'amélioration de la production et du taux de valorisation de l'anarcade
dont les pays membres du REDA. Pour le directeur général du Conseil du coton Anarcade, le Dr Adama Coulibaly, le CIESA vient à point nommé. En ce sens qu'il permettra à la filière nationale de capitaliser sur les acquis qui ont été faits dans la recherche partout dans le monde et à partir de cette capitalisation, voir quel est le reste du chemin qui reste à parcourir. Notons que ce colloque qui s'est ouvert le mardi 26 septembre 2017 à Grand-Bassam prendra fin le jeudi 28 septembre 2017. L'État de Côte d'Ivoire ambitionne d'endiguer et d'enrayer durablement les nouvelles formes de violence. À cet effet, un atelier de réflexion sur le comportement extrémiste des jeunes et les agissements des enfants microbes s'est tenu au Conseil économique, social, environnemental et culturel dans la commune du Plateau. Jean-Jacques Denis. Dans le souci d'endiguer et d'enrayer durablement les nouvelles formes de violence qui gangrènent la société et créent la psychose parmi les populations, un atelier de réflexion a été organisé depuis le lundi 25 septembre 2017 au Conseil économique, social, environnemental et culturel à Abidjan, au Plateau. Un atelier auquel prennent part les ministères techniques, des leaders communautaires, des guides religieux, des partenaires internationaux et des experts à la problématique. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré, a noté que le sujet est d'une acuité brûlante au regard de la forte montée de la violence juvénile. Une nouvelle forme d'agressivité imprévisible, multiforme et aveugle portée par des enfants appelés microbes, des miliciens, des fanatiques religieux, etc. Cette initiative a pour articulation principale une conférence animée par le professeur Francis Akendez et l'imam Sissé Djigiba sur les nouvelles formes de violence dans les sociétés africaines, enjeux et défis de l'extrémisme violent, des panels sur les violences en milieu estudiantin, la violence urbaine, la trajectoire des jeunes vers les nouvelles formes de violence et de radicalisation des djihadistes. Notons par ailleurs que cet atelier s'est achevé ce mardi 26 septembre 2017. Les 1er et 2 septembre 2017, la localité de Bonois, située au sud d'Abidjan, la capitale économique, a accueilli le séminaire du groupe de presse La Rédemption, et ce, à l'initiative de la haute direction. Ce séminaire qui avait pour thème la redynamisation du groupe La Rédemption a été conduit par le président directeur général, le révérend prophète Ablégui François. Nadia Eounoud. Ce séminaire fait suite à la réorganisation de l'entreprise, aux nouveaux défis qui s'imposent à elle et aux nouvelles orientations fixées en vue du repositionnement du groupe dans le concert des médias internationaux. Les travaux ont débuté le vendredi à 11h par une cérémonie d'ouverture. Le discours inaugural a été prononcé par le docteur René William Ponté-Kélétigui, directeur général adjoint du groupe. Il a salué l'initiative d'un tel séminaire et a invité tous les participants à approfondir la réflexion afin que des stratégies adéquates soient trouvées pour un meilleur positionnement du groupe. Pour sa part, le président directeur général, le révérend prophète Guy Ablé François, a exposé sur la vision du groupe de presse La Rédemption avant d'exprimer sa volonté de faire de ce groupe un réel instrument entre les mains de Jésus-Christ pour l'évangélisation des nations. La communication d'ouverture relative à la moralisation, à la recherche du profit d'un groupe de presse, le cas de La Rédemption a été faite par le magistrat Adama Sagnon, invité spécial du séminaire. Les travaux ont été par la suite meublés par des communications présentées par les différents chefs de service, suivis d'échanges en plénière. Le samedi 2 septembre 2017 à 15h, place a été à la restitution des travaux, assortie de recommandations. Notons que ce séminaire, le premier du genre depuis la création du groupe, a été un succès de la vie des participants. En sport, vu les tensions qui sévissent dans la péninsule coréenne entre la Corée du Nord et les États-Unis, le gouvernement sud-coréen promet des Jeux olympiques et paralympiques 2018 sur à Pyongyang. Analyse et commentaire Ange Série. Le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a promis le mardi 26 septembre 2017 que la Corée du Sud mettra tout en œuvre pour que les Jeux olympiques d'hiver 2018 et les Jeux paralympiques soient sûrs. En effet, avec les tensions qui sévissent dans la péninsule coréenne et la région en raison d'essais nucléaires et de tirs de missiles balistiques intercontinentaux effectués par Pyongyang et d'une surenchère verbale dans les menaces entre le régime nord-coréen et les États-Unis, plusieurs pays restent pessimistes quant à leur participation à cet événement. C'est le cas de la France, l'Allemagne et l'Autriche
qui la semaine d'avant ont dit avoir des incertitudes sur la sécurité de leurs athlètes. En revanche, les États-Unis, eux, ont exprimé leur confiance. Vu cette impasse, le gouvernement de Corée du Sud met tout en œuvre pour que les Jeux olympiques 2018 à Pyeongchang et les Jeux paralympiques s'y déroulent, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, No Kyu-juk. N'Djamena exprime sa stupeur et son incompréhension après que le Tchad soit admis à la liste des pays visés par le décret migratoire de Donald Trump, bannissant ses ressortissants du territoire américain. Plus de détails avec Martial Kouassi. À partir du 18 octobre 2017, les Tchadiens ne pourront plus poser le pied sur le territoire américain parce que le Tchad est visé par le décret migratoire validé par Donald Trump. L'annonce a été faite dimanche 24 septembre 2017 au soir par la Maison-Blanche. En cause, des manquements à la sécurité sur les voyageurs et un manque de coopération avec les États-Unis. De fait, le Tchad est sur la liste noire américaine au même titre que la Syrie, la Libye, l'Iran, la Somalie, le Yémen et nouvellement la Corée du Nord et le Venezuela. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le décret précédent, a été en revanche retiré de la liste. À cet effet, N'Djamena a vivement réagi tout en prenant acte de sa décision. Le gouvernement tchadien a par ailleurs exprimé son incompréhension face à un motif officiel sous-tendant cette décision, a déclaré Madeleine Allengue, ministre tchadienne de la communication, sachant que N'Djamena a beaucoup investi dans la lutte antiterroriste en envoyant notamment des troupes au Mali et au Nigeria. Parallèlement, Washington, dans son décret, cite le président tchadien Idriss Déby Itno comme un partenaire important de la lutte contre le terrorisme. João Lourenço, dauphin de l'ancien président Dos Santos et candidat du mouvement populaire de liberté de l'Angola, a été intronisé ce mardi 26 septembre en tant que nouveau président de l'Angola. Nadia Eounoud. João Lourenço arrive sur le devant de la scène avec son investiture à la tête de la nation angolaise ce mardi 26 septembre 2017. Le nouveau président angolais a promis d'être l'homme du miracle économique, mais la tâche s'annonce ardue, d'abord parce que son pays, deuxième producteur Afrique de pétrole, dont il tire 70% des recettes fiscales et l'essentiel des devises, souffre encore de l'importante baisse des cours de l'or noir. Ensuite, parce que le nouveau numéro 1 angolais, qui veut s'attaquer à la corruption, hérite d'un pays où son prédécesseur est accusé par ses détracteurs d'avoir mis le pays et les ressources en coupe réglées au profit de sa famille. De plus, la priorité de João Lourenço est donc d'ouvrir et de diversifier l'économie du pays afin de l'affranchir de la dépendance au pétrole. Le général à la retraite est aussi attendu sur la gestion de la répartition des richesses. Plus de la moitié des 28 millions d'Angolais vivent aujourd'hui avec moins de 2 milliards par jour, alors que le PIB par habitant est de 9 $ par jour. Toutefois, en coulisses, l'influence de José Eduardo dos Santos reste énorme. En effet, l'ancien président conservera les rênes du MPLA jusqu'en 2022. Le clan dos Santos continuera à contrôler l'Angola. Beaucoup attendent maintenant de voir la composition de son gouvernement et comment il utilisera les importants pouvoirs que lui donne la Constitution. Notons que cette investiture sera ponctuée par la prestation de serment du nouveau chef d'État angolais en présence de ses pairs, en l'occurrence le président ivoirien Alassane Ouattara. Refermons ce journal en France. Le président français Emmanuel Macron, accompagné du président libanais Michel Aoun en visite d'État à Paris, a rendu hommage aux chrétiens qui soutiennent leurs frères du Moyen-Orient. Il leur a par ailleurs témoigné de son soutien indéfectible à leur côté. Alain Boisbré. Lors de l'inauguration de l'exposition sur les chrétiens d'Orient à l'Institut du monde arabe à Paris le 25 septembre 2017, Emmanuel Macron leur a témoigné son soutien. Accompagné du président libanais Michel Aoun en visite d'État à Paris, le président a rendu hommage à l'apport des chrétiens au Moyen-Orient. Vous êtes la trace vibrante de ce qui résiste à l'imbécilité des hommes, a-t-il déclaré, d'après Le Monde. Je vais dire aux chrétiens d'Orient que la France est à leur côté et que notre priorité sera bien la défense de leur histoire, s'est engagé Emmanuel Macron. Alors que le thème de la défense des chrétiens d'Orient paraît davantage porté par la droite et la Russie, le président a cherché à dépolitiser la question. Je refuse les raccourcis qui parfois ont voulu, dans cette région, opposer deux camps. On a parfois voulu dire que défendre les chrétiens d'Orient, ce serait accepter toutes les compromissions. Non, défendre les chrétiens d'Orient, ce n'est pas défendre Bachar el-Assad, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Voilà que prend fin cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Shalom.